Je vais te présenter en détail ma stratégie pour analyser une action, être sûr qu'elle soit à la fois performante à l'heure actuelle et qu'elle le sera encore dans le futur, et surtout tous les indicateurs qui sont essentiels à ne pas rater si tu veux réussir ton investissement. Du coup, il faut savoir que quand tu souhaites analyser une action, il y a deux types d'analyses que tu vas devoir prendre en compte afin de vérifier si cette dernière est viable ou non à rentrer dans ton portefeuille. La première sera évidemment l'analyse technique, et la deuxième, que tu connais peut-être un petit peu moins, l'analyse fondamentale. Et c'est justement sur ces deux choses-là qu'on va travailler aujourd'hui. Du coup, l'analyse technique, c'est un peu tout ce qui va comprendre à la fois les revenus de l'entreprise, mais également la croissance du dividende, imaginons, tout ce qu'elle possède, donc les actifs, mais aussi les passifs, les dettes qu'elle doit aux banques, aux créanciers, peu importe. Donc tout ça est regroupé en fait dans l'analyse technique. Ça veut dire que c'est tout ce qui est chiffrable en fait, donc du chiffre d'affaires, de la croissance, du dividende, également des actifs, des passifs, donc tout ce qui peut être mis sur un bilan comptable. Et c'est notamment avec cette analyse-là qu'on va parler de santé financière. C'est grâce à certains indicateurs qu'on va vérifier si l'entreprise est encore viable, qu'elle gagne assez d'argent et surtout qu'elle n'est pas en grave danger du côté financier. De l'autre côté, on a l'analyse fondamentale. Celle-ci regroupera différentes choses et qui seront à l'opposé en fait de l'analyse technique, comme l'actualité de l'entreprise, la position du marché en fait et de son secteur, également aussi sa popularité et sa notoriété et surtout les éventuelles perturbations du secteur dans les années futures avec soit de nouveaux concurrents, soit des changements drastiques en fait de produits ou même de façon de faire. Mais donc tu peux simplement comparer ces deux analyses à une bibliothèque et du vent. On va dire que l'analyse technique, c'est comme dans une bibliothèque, tu vas choisir le livre que tu souhaites, ouvrir n'importe quelle page et il sera écrit noir sur blanc ce que tu recherches, alors que le vent, de son côté, tu peux sentir qu'il est présent, mais tu ne le verras jamais de ta vie et tu ne pourras surtout pas l'attraper, ni même le mesurer. Eh bien, c'est exactement la même chose avec l'analyse fondamentale. On pourra estimer quelque chose, mais on pourra jamais en être sûr à 100%, parce que tout sera basé plus sur du ressenti que des données concrètes. Mais donc, on va commencer avec l'analyse technique. C'est évidemment la première chose à faire selon moi. C'est en tout cas dans ma stratégie et ma méthode de fonctionnement, c'est que je commence par l'analyse technique. Comme ça, si l'entreprise valide absolument tous mes critères, je vais un peu plus m'orienter vers les choses impalpables, donc l'analyse fondamentale, afin de valider totalement mon achat ou peut-être la vente d'une entreprise que j'ai en portefeuille. Deuxièmement, c'est comprendre son évolution. Ça va te permettre de comprendre comment évolue son chiffre d'affaires, son dividende, son free cash flow, et tout ça te donne un très gros indice sur sa santé financière actuelle et certainement future. Ensuite, on va avoir aussi de vérifier la solidité de l'action. Une entreprise qui ne cesse de perdre de l'argent, c'est généralement une entreprise qui risque en fait de faire faillite ou en tout cas de mal tourner au niveau de la bourse. Également de savoir si son dividende est stable dans le temps ou même si elle a assez d'argent pour payer tous ses actionnaires. Et enfin, la dernière chose, c'est aussi de trouver des anomalies. Peut-être que tu vas te rendre compte qu'une entreprise est sous-valorisée à l'heure actuelle alors qu'elle a de très bons bilans financiers ou simplement une entreprise que tu pensais intéressante mais que finalement en analysant un petit peu mieux le bilan comptable, eh bien tu te rends compte facilement qu'en fait il ne faut absolument pas l'acheter car l'entreprise est sur le point en fait de péricliter. Mais donc pour l'analyse technique, il y a 4 catégories différentes où on va classer certains indicateurs afin d'être sûr en fait de faire un tour du propriétaire au niveau de la santé financière. Le premier, c'est au niveau de la finance et surtout de la solidité financière de l'entreprise. Le deuxième, la croissance, donc savoir est-ce que l'entreprise croît positivement ou négativement dans le temps. Troisièmement, ça va être la profitabilité, savoir si l'entreprise dégage assez d'argent. Et enfin, la valeur de cette dernière, si elle est sur ou sous-évaluée avec d'autres indicateurs également. Du coup, de côté de la solidité financière, on va se concentrer sur deux indicateurs, la dette sur EBITDA et la couverture des intérêts. La dette sur EBITDA, c'est en fait un indicateur qui va nous permettre de savoir en combien d'années théoriquement l'entreprise pourrait rembourser sa dette par rapport aux revenus qu'elle arrive à dégager de son activité. Inversement, les couvertures des intérêts est simplement en fait à quel point l'entreprise arriverait à bien gérer en fait les intérêts des crédits qu'elle a en cours via en fait les gains aussi de son activité et donc évidemment on va prendre certains indicateurs. Pour la dette sur EBITDA, il faut absolument que cette dernière soit en dessous des 3 ans, c'est-à-dire que l'entreprise devrait pouvoir théoriquement rembourser sa dette en moins de 3 ans. Et au niveau de la couverture des intérêts, ces derniers doivent dépasser les 8, comme ça on est sûr que en fait, même en cas d'inflation et de hausse d'intérêt comme on a pu le voir à l'heure actuelle, l'entreprise n'est pas en danger financier parce qu'évidemment l'entreprise doit rembourser des intérêts sur ses crédits, ces derniers peuvent être variables et donc évidemment si les taux d'intérêt commencent à monter en flèche comme on l'a eu avec un x2, x3, x4, il faut être sûr que l'entreprise puisse l'encaisser et ne pas s'effondrer à cause de ça. On va prendre l'exemple de Microsoft tout le long de cette vidéo. On voit déjà que la dette sur EBITDA a toujours été positive et largement en dessous de 3 avec la moitié en fait en 2018 et qui n'a cessé de baisser jusqu'en 2023. On est à l'heure actuelle au-dessus des 0,2 donc ce qui veut dire que l'entreprise pourrait littéralement rembourser sa dette en environ 3-4 mois grand maximum techniquement. Et même au niveau des ratios des couvertures des intérêts, Microsoft a toujours été dans le vert même si certaines années où Microsoft était limite notamment en 2017
2018, mais sinon à l'heure actuelle on est à 45, ce qui veut dire que même en cas de forte hausse des taux d'intérêt, Microsoft sont assez larges afin de rembourser leurs crédits et de payer les intérêts qui leur sont dus. Maintenant on va passer à la croissance de l'entreprise, notamment avec le chiffre d'affaires, l'outstanding share, le dividende et surtout l'évolution chaque année, et le yield on cost en français c'est le rendement sur coût de ton dividende. Le chiffre d'affaires c'est assez simple, c'est en fait la métrique qui va mesurer en fait les ventes que fait l'entreprise chaque année. Cette dernière, je veux qu'elle augmente de plus de 8% par an. Ensuite, on a l'outstanding share. Donc en fait, c'est l'évolution du nombre d'actions en circulation que les investisseurs peuvent acheter. Ici, on veut qu'elle baisse parce qu'en fait, si l'entreprise émet des actions sur le long terme, ta part en actions sera diluée vu qu'on aura de plus en plus d'actions qui seront émises. C'est un peu comme si demain, il y a 3 pépites d'or dans le monde et d'un coup, on trouve un gisement avec 1 million. Ta pépite d'or va forcément perdre en valeur. Ensuite, l'évolution du dividende annuel, j'aimerais qu'elle dépasse aussi les 10% par an. Et enfin, le rendement sur coût, eh bien, c'est la même chose. Je veux qu'à long terme, on voit une trajectoire descendante, ce qui voudrait dire que si tu as acheté l'action il y a 5-10 ans, ton rendement soit bien plus élevé que celui actuel. Pour reprendre le cas de Microsoft, on voit que son chiffre d'affaires est en constante hausse, qui valide encore une fois plus de 8% en fait d'augmentation chaque année, et il a quasiment doublé en l'espace de 5-10 ans, ce qui est juste exceptionnel pour une entreprise. Ensuite, au niveau de l'évolution du nombre d'actions en circulation, on voit que cette dernière ne cesse de baisser aussi, hormis en 2018, on a une petite hausse par rapport en 2017, mais si on prend la trajectoire à long terme, on voit qu'ils rachètent massivement leurs actions, et ça, c'est un très bon point pour les investisseurs. Au niveau, cette fois, du dividende et surtout de son évolution dans le temps, on voit que sur les 5 dernières années, ce dernier a augmenté de 10% par an, ce qui est juste exceptionnel, ce qui veut dire qu'à la fois, ton revenu couvre largement l'inflation qu'on a eue, même si cette dernière a explosé, mais surtout, tu vois ton revenu augmenter dans le temps, et ça, c'est parfait, c'est ce qu'on recherche en tant qu'investisseur dans des actions individuelles. Et enfin, le yield on cost, comme tu peux voir avec Microsoft, en fait, si tu avais acheté l'action il y a 5 ans, eh bien, tu auras un rendement d'environ 2,5% à l'heure actuelle. Parce que contrairement au rendement basique, où on va prendre le prix de l'action à l'heure actuelle, mais également le dividende annuel qu'elle est en train de verser, eh bien là, on ne va pas se baser sur le prix à l'instant T, mais le prix auquel tu as acheté l'action. Et ça ajoute toute la différence. Si l'entreprise continue d'augmenter en bourse et surtout que son dividende continue d'augmenter, ton yield on cost continuera d'augmenter dans le temps. Et si inversement, il y a 5 ans, en fait, ton yield aurait été plus bas que le rendement à l'heure actuelle, ça voudrait dire en fait que tu as perdu un petit peu du dividende et c'est forcément dommage. Nous, on veut évidemment gagner dans le temps. Maintenant, on va voir la profitabilité d'une entreprise. Ça va notamment se mesurer avec le free cash flow, le ROIC, la marge opérationnelle et la marge nette. Donc, le free cash flow, c'est quelque chose qui permet de mesurer notamment la trésorerie de l'entreprise et ce qu'elle va dégager. Ça va être ici plus de 8% par an, un petit peu comme le chiffre d'affaires. Le ROIC pour le Return on Invested Capital, simplement en fait le retour de capital investi en français. Pour te la faire simple, ici on va essayer que ça dépasse les 10%, ce qui veut dire que si Apple investirait demain 1 million d'euros, on veut qu'elle fasse au moins 1 million et 100 000 euros grâce à ce million d'euros d'investis. Donc c'est simplement en fait une part plus élevée par rapport au montant investi. La marge opérationnelle, elle devra dépasser les 15% et la marge nette, on sera à plus de 12%. Donc pour le cas de Microsoft, encore une fois, le free cash flow sera en constante hausse. Hormis en 2023, on a une petite baisse, mais celui-ci reste largement au-dessus des métriques qu'on a prédéfinies. Au niveau du ROIC, donc ici, je me suis basé sur Morning qui propose en fait cet indicateur. On va être supérieur à 10% largement. On est aux alentours des 20% si je dis pas de bêtises pour Microsoft, voire même un petit peu plus. Donc largement intéressant. Lorsqu'ils investissent du capital, ça veut dire qu'ils arrivent à en retirer une grande partie. Et enfin, la marge opérationnelle, on va être largement au-dessus des 15%, avec près de 40%, ce qui est juste exceptionnel. Et enfin, la marge nette, encore une fois, on est quasiment sur la marge opérationnelle, avec les alentours des 35%, ce qui est excellent pour une entreprise. Pour finir, on va voir la valeur d'une action. On va notamment la calculer via le PER de mon côté, le bêta de volatilité et la capitalisation. Le PER, c'est simplement en fait le cours de l'action divisé par son bénéfice, pour savoir à peu près combien de fois tu achètes ce dernier. On va essayer qu'il ne dépasse pas en fait la moyenne du secteur. Certains vont dire que la bourse doit être autour de 17 au niveau de son PER. Moi, je suis pas d'accord. Je prends plutôt la globalité du secteur. Un secteur technologique aura des PER bien plus élevés parce que les entreprises auront une valeur plus importante à long terme, alors que le secteur de la santé, on verra des PER un peu plus faibles, autour des 15, 16, 17. Au niveau du bêta de volatilité, c'est simplement en fait la proportion qu'aura ton actif par rapport au SP500 au niveau de ses variations. Imaginons on aura un actif avec un bêta de 1.2, ça voudrait dire que quand le SP500 ferait 10%, ton actif ferait plus 12%,
et inversement à la baisse. Et si ton actif aura un bêta de 0,8, ça voudrait dire que lorsque le SP500 fait plus 10, tu ferais plus 8 et lorsqu'il ferait moins 10, tu ferais moins 8. Et donc l'objectif évidemment, c'est pas pour chaque entreprise, mais la moyenne, ça serait d'être autour des 1. Comme ça, tu suis au mieux la volatilité du SP500, mais évidemment, une entreprise peut très bien avoir un bêta de 1.4, c'est pas dérangeant si tu la contrebalances avec un bêta de 0,7 par exemple. Ça, c'est pas une règle universelle, on va dire. Et enfin, la capitalisation, simplement combien vaut l'entreprise quand on multiplie le cours de l'action par le nombre d'actions en circulation. Eh bien, je veux que celle-ci dépasse les 100 milliards. Encore une fois, c'est propre à moi. Certains seront prêts à investir sur des plus petites capitalisations ou d'autres n'investiront pas en dessous des 200 milliards par exemple. Mais donc, dans le cas de Microsoft, ratio cours-bénéfice, même si on est assez élevé autour des 35, c'est justifié par le premium de l'action et aussi par le secteur technologique qui pousse en fait le PER à la hausse, même s'il y a potentiellement une petite bulle sur l'IA, on va pas se mentir. Ensuite, le bêta, eh bien, il est largement en dessous de 1, il est à 0,88, ce qui veut dire que quand le SP500 fait plus 10%, Microsoft fait environ 8,8%, inversement à la baisse. Évidemment, c'est une moyenne sur le très long terme. Au niveau de sa capitalisation, on est à 3 trillions de dollars, c'est l'une des plus grosses, voire la plus grosse capitalisation boursière. Donc là-dessus, on est largement bon, encore une fois. Et d'ailleurs, si tu veux savoir les meilleurs sites en fait à utiliser pour faire tes analyses, et d'ailleurs, c'est de là que viennent les graphiques que je t'ai sortis, on a notamment Mooning.co, Seeking Alpha pour un petit peu rentrer plus en profondeur, et enfin Yahoo Finance qui sont d'excellents sites. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo où je te partage tous les sites indispensables pour suivre tes dividendes, analyser tes actions, suivre ton portfolio juste ici. N'hésite pas à aller la regarder si ça t'intéresse et que tu veux savoir les sites que j'utilise pour analyser mes actions. On va directement passer maintenant à la deuxième analyse qui n'est autre que la fondamentale, avec 3 secteurs maintenant à regarder, notamment la réputation, l'économie et le secteur qui seront très importants si tu veux être sûr d'avoir une vue d'ensemble de ton entreprise. Dans un premier temps, la réputation, elle va notamment prendre en compte la notoriété, le moat, donc je t'expliquerai juste après ce que c'est, et enfin les actualités. Donc on va commencer avec la notoriété. Microsoft est connu de tous. Quand on parle de système d'exploitation, on pense notamment à Windows. Quand on pense aux consoles, il y a notamment la Xbox, etc. Et surtout, j'ai mis Twitter, son nombre d'abonnés pour faire une représentation. Évidemment, il n'y a pas que le nombre d'abonnés sur Twitter qui compte, mais simplement de est-ce que si je parle de fast-food, tu vas penser à McDonald's? Est-ce que si je parle maintenant de basket de sport, tu penses à Nike? Toutes ces choses-là. Donc, comment est-ce que le grand public connaît cette entreprise? Ensuite, on va voir les actualités de cette dernière, notamment sur Seeking Alpha, on va pouvoir tout suivre. Est-ce qu'elles sont plutôt positives, négatives? Est-ce qu'il y a un bad buzz? Est-ce qu'il y a un bon buzz? Tout ça va être important également. Et donc ici, dans le cas de Microsoft, on voit que c'est plutôt des actualités positives à l'heure actuelle. Et évidemment, il faut prendre en compte l'actualité en fait à long terme, mais aussi à court terme, qui auront tous les deux un impact malheureusement sur ton action. Ensuite, on va avoir également, est-ce qu'il y a un moat? C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise possède un énorme avantage concurrentiel? Je dis n'importe quoi, imaginons aujourd'hui, tu lancerais une ferme et tu possèdes une graine pour faire pousser en fait des choses à l'infini et à l'instant T. Évidemment, tu aurais un avantage compétitif juste injuste par rapport aux autres agriculteurs et tu pourrais en fait être le seul compétiteur sur ton secteur puisque tu pourrais baisser les coûts, produire plus rapidement. Et justement, Microsoft en 2020 par exemple, c'était près de 73% des systèmes d'exploitation avec Windows et donc ça montre bien encore une fois que c'est l'un des géants du domaine et qu'il est loin de tomber à l'heure actuelle. Maintenant, au niveau de l'économie, nous aurons 2 indicateurs hyper importants à prendre en compte. Le premier, les conditions évidemment, est-ce qu'on est en période de hausse, en période de baisse, mais également les pays émergents qui jouent de plus en plus un rôle important et qui mettent de la pression aux entreprises actuelles. Donc dans le cas de Microsoft, si tu suis un petit peu la bourse, tu sais que c'est une entreprise qui a tendance à largement augmenter dans le temps et même à exploser le SP500 à long terme. Il faut savoir qu'on a eu des baisses, des hausses qui sont dues à différentes raisons. Par exemple, en 2020, on avait notamment une grosse baisse à cause évidemment de la pandémie mondiale. Depuis 2023, on voit que Microsoft a une croissance fulgurante à la hausse, potentiellement aussi portée grâce à l'intelligence artificielle et une potentielle bulle qui se crée autour de celle-ci. Mais donc, en regardant ces graphiques, tu vas te rendre compte que tu vas avoir des causes directes et indirectes à la hausse d'une action. Imaginons, tu vas avoir une crise qui va se déclencher, comme on a eu avec en fait la pandémie. Microsoft a baissé. Est-ce que c'est à cause de l'entreprise et en fait son interne qui ne marchait plus bien? Est-ce qu'on avait un problème au sein de cette dernière? Est-ce qu'on avait une perte du chiffre d'affaires? Non, le marché paniquait. Mais donc, absolument toutes les entreprises ont connu une baisse. Comme on peut avoir un signe noir, imaginons les attentats du 11 septembre, toutes les entreprises ont baissé ce jour-là
et ce n'est pas parce qu'il y avait un problème spécifique à chacune de ces dernières. C'est simplement que le marché a paniqué et a vendu en fait leur position. Et inversement, une chute peut être directe à une entreprise, comme on va le voir avec le cas de GameStop par exemple. On voit que l'entreprise a juste littéralement augmenté dans le temps en 2021, a explosé à la hausse. Est-ce que c'est grâce au chiffre d'affaires qui a explosé de GameStop et à une très bonne activité? Au contraire, l'entreprise ne cesse de perdre de l'argent d'année en année. Simplement une action montée sur Reddit pour essayer de battre en fait les spéculateurs professionnels et les faire tomber en achetant massivement l'action. Donc en aucun cas, c'est grâce aux bons résultats de GameStop. Et inversement, est-ce que tu penses que Airbus n'était pas impacté par la pandémie mondiale en 2020 et que la chute n'était pas justifiée et uniquement grâce à la panique du marché? Au contraire, Airbus voyait son activité complètement bloquée à cause en fait de l'arrêt de tout ce qui était aérien et des transports de manière générale. Donc évidemment là, il fallait se poser 2 fois la question avant d'investir dessus. Ensuite, on a les pays émergents qui jouent un rôle hyper important et même si à l'heure actuelle, on ne peut pas vraiment voir leur impact sur des grosses entreprises comme Microsoft, Apple ou autres, il y a des risques que ça puisse arriver dans le temps, notamment d'ici les 20-30 prochaines années. Comme on peut le voir, d'ici 2050, en fait, les plus grandes croissances annuelles en termes du PIB entre 2023 et 2050 seront notamment le Kenya, l'Inde, le Vietnam, le Bangladesh, les Philippines, l'Indonésie, l'Afrique du Sud, etc. Donc tous des pays qui sont en voie de développement à l'heure actuelle et qui ont de fortes chances d'arriver avec de très belles boîtes dans le temps et même peut-être concurrencer les boîtes actuelles bien en place comme les GAFAM. Ensuite, au niveau du secteur, on va notamment se concentrer sur tout ce qui pourrait le bouleverser, les positionnements, la barrière à l'entrée, mais aussi l'évolution. Et pour cela, je vais te donner l'exemple qui est familier à beaucoup d'investisseurs, qui n'est autre que Kodak. Si tu ne la connais pas, c'était simplement une entreprise qui était l'un des leaders mondiaux en fait pour tout ce qui était vente d'appareils photo, notamment à pellicule, pour les films, etc. Et elle s'est écroulée du jour au lendemain. Pourtant, il faut savoir que Kodak possédait 80% des parts de marché aux États-Unis du film photographique et 50% dans le monde pour te dire à quel point il avait un quasi-monopole sur le secteur. Et en plus de cela, jusque dans les années 2000, quasiment 99% des photos qui étaient prises étaient grâce en fait à des pellicules et non pas au numérique qui arrivait bien après. Et donc évidemment, Kodak qui avait sa branche principale sur ces produits-là faisait fortune d'année en année. Sauf que du jour au lendemain, Kodak a vu ses revenus fondre au soleil à cause d'une simple erreur. Il n'a pas vu le tournant qui était en train d'arriver, qu'on passait en fait des appareils pellicules à simplement des appareils numériques avec nos téléphones ou même des appareils photo dédiés. Et il n'a pas pris ce virage-là alors qu'il était leader de son marché, qu'il avait un très bon positionnement, mais malheureusement, il y a eu un bouleversement qu'il n'a pas pu anticiper et ça a détruit l'activité et évidemment son chiffre d'affaires. Mais donc les meilleurs sites pour faire une analyse fondamentale sont assez simples finalement. Tu auras Google avec des recherches assez basiques, Seeking Alpha, tu auras une page dédiée en fait aux actualités de l'entreprise et Twitter pour suivre un petit peu tout ce qui se passe et tout ce qui se dit sur cette dernière et notamment les communiqués aux investisseurs. Après évidemment, comme c'est des choses un peu moins palpables que des chiffres bruts écrits noir sur blanc, ce sera toujours plus compliqué de comprendre la notoriété d'une marque, les prochains bouleversements d'un secteur ou simplement comment est positionnée cette dernière sur son marché. D'autant plus si on prend le cas de Microsoft encore une fois, où cette dernière a tellement de branches à la fois dans l'intelligence artificielle, dans la bureautique, mais également dans tout ce qui est jeux vidéo, etc., qu'il en devient assez complexe pour un investisseur de comprendre réellement en fait son analyse fondamentale et tous les impacts que pourraient avoir des choses extérieures sur l'entreprise. D'ailleurs, si tu veux savoir les 5 sites totalement gratuits que j'utilise pour suivre mes dividendes, analyser mes actions et suivre mon portefeuille, eh bien je te mets la vidéo juste ici, on se retrouve juste derrière, à tout de suite.